grosse partie de ma carrière... ouais, c'est clair, ça. Une grosse partie de ma carrière chez Évident, les ancêtres, les autres noms, à part un petit trou au milieu d'une dizaine d'années où je me suis spécialisé en DevOps, agilité, coaching, toutes ces choses-là. Regarde l'autre qui était là. C'est un peu ce que je fais. Fait qu'on est dans une équipe qui s'occupe du DevOps, des bonnes pratiques et tout ça. Puis de mon côté, Sébastien Rochette. Donc, ça fait aussi une vingtaine d'années que je suis en logiciel. J'ai fait du firmware, des applications PC, du web, un bon côté technique, un bon côté gestion, direction aussi. Fait un petit peu de tout finalement. Puis aujourd'hui, je suis cloud et DevOps. C'est ça. Fait que, au courant de notre carrière, on s'est rendu compte que les choses n'allaient pas tout le temps bien. Dans notre R&D, entre autres, quand on a commencé à mettre ces choses-là en place, nos produits étaient livrés en retard ou bien en retard, ou bien ils étaient buggés ou bien buggés. Fait qu'on a mis des choses en place justement pour améliorer tout ça. En gros, une parenthèse, chez Évident, on fait des systèmes de contrôle non destructifs. Je sais pas si vous avez eu la formation de Phil à matin. Même genre de produit. Dans le fond, c'est un peu comme faire des échographies sur des matériaux, souvent du métal, roues de train, ailes d'avion. Tubes nucléaires pour la génération d'énergie, pales d'éoliennes. Un peu comme des échographies en courant de Foucault ou en ultrason. C'est un peu le genre de produit qu'on fait. Puis on a à peu près une quinzaine d'équipes logicielles qui travaillent sur tous ces produits-là, en plein de technos différentes. On a des programmeurs desktop, on a des programmeurs qui font du web, du cloud, on a des gens en AI, on a des gens en firmware, en plus des gens en électronique, en mécanique, tout ça qui font les appareils. Fait que, on en a vu des vertes puis des pommeux, puis un paquet d'affaires. Dans le fond, ce qu'on veut faire aujourd'hui, c'est un peu de montrer, oui, chez Évident, mais dans l'ensemble de notre carrière, qu'est-ce qu'on a vu comme mauvaise chose? Qu'est-ce qu'on a mis en place? Au début, on se demandait un peu quel sujet qu'on prendrait, mais c'est un peu le genre de melting pot de plein de best practices qu'on a mis en place. C'est un peu ça. On va à l'agilité depuis une dizaine d'années. À chaque fois, il y a toujours une ou deux choses qu'on se dit, OK, cette année, qu'est-ce qu'on met en place? Je pense que cette année, on en a plus qu'une ou deux. On en a un paquet. C'est un peu ça qu'on va faire. On va vous donner des idées, des choses qu'on a mis en place pour s'améliorer. En gros, c'est pas mal ça, je pense. Oui. Puis après ça, c'est ça, on va parler de problèmes qu'on a eus puis de solutions qu'on a mis en place. Là, vous allez vous dire, ouais, mais c'est bien, mais chez nous, en assurance ou gouvernement, est-ce que ça marche? Le mot d'ordre, c'est expérimenter. Peut-être que oui, ça marche, peut-être que ça ne marche pas, peut-être qu'il faut ajuster. C'est à vous de voir. En tout cas, les idées sont là. C'est ça. Alors, on fait le parallèle entre l'évolution un peu du logiciel puis l'évolution de la civilisation. Fait qu'on recule à l'âge de pierre. Fait qu'il y a des trucs qu'on va donner qui sont vraiment des trucs de base. Vous allez vous dire, voyons, on n'est pas maternelle, right, mais on va avancer un petit peu plus loin. Puis à chaque fois, on a un petit peu plus complexe, puis des trucs un petit peu plus avancés, finalement. Ça, on a ça. Ouais. Good. L'âge de pierre. À chaque époque, on a une petite histoire, un cas vécu. De choses qu'on a vues finalement dans notre carrière, que ce soit à l'entreprise actuelle ou avant. Fait que, histoire d'âge de pierre, je me souviens, on travaillait sur un logiciel là, très longtemps. On n'avait pas de source control. Il y avait un gars qui avait la vérité sur son poste. C'était sa tour, c'est là-dessus que ça se passait. Fait qu'on avait une version à corriger finalement. Il y avait un bug en production. Le gars était parti en vacances pour un mois. Qu'est-ce qu'on fait? On est en Windows NT, je pense. Fait que là, on n'a pas son mot de passe. On n'a pas son mot de passe, on est fourré. Fait que là, il faut t'embarquer les TI. On a ouvert la tour, on est sorti du schedule. On a réussi finalement à trouver les sources pour fixer le problème, mais c'est pas optimal. Je pense que tu as vécu le même genre d'affaires à une autre place. J'ai vécu à peu près la même chose. C'est drôle parce que ça date des mêmes époques. Moi, j'avais été engagé dans un start-up. Je veux commencer à travailler. Je suis le premier qui fait complètement du logiciel. Puis j'arrive, je demande les sources. Les sources sont parties avec l'ordinateur du gars qui est en congé de paternité. Fait que job numéro 1, contacter le nouveau papa. On se rencontre, il me donne les sources, puis je peux commencer à travailler. Pas super. Pas super. Fait que c'est un peu ça. Avez-vous déjà vécu ce genre de choses-là? Ou... J'imagine qu'on n'est pas les seuls. Ouais, c'est ça. Ça arrive de temps en temps. Ouais. Exact. Fait que, qu'est-ce qu'on peut tirer de comment ça se passait en général à cette époque-là? Puis là, on parle, début des années 2000, c'est quand même
Ça fait longtemps, mais pas tant que ça. Fait que donc, il n'y avait pas de source control. On codait pour que ça fonctionnait. Là, donc, on avait des bonnes formations en programmation, puis ça arrêtait à peu près là. Il n'y avait pas d'écosystème autour des programmeurs. Une fois que ça buildait bien sur un poste, ben, on pouvait livrer. C'était pas mal ça. On travaillait sur la pipa. On travaillait là-dessus, c'est ça. Puis, ben, à chaque époque, on va dire qu'est-ce qu'on a fait pour en sortir. Là, je pense qu'installer Git, c'est une base. Puis, si vous ne l'avez pas encore fait, vous êtes en retard. Faut pas vous traiter d'homme de caverne, mais il y a peut-être un petit peu de retard rendu là, je pense. Mais on va passer directement à la prochaine. Hey, le zoom est weird, là. Excusez mon commentaire. Antiquité. Hey, on a évolué un petit peu. On passe à la prochaine étape. Une autre petite histoire inspirée d'un fait réel. Je travaillais dans une compagnie où on avait un logiciel, notre gros logiciel, notre plus gros vendeur, le plus important. Il était sur... Il y avait un développeur. On avait Git, OK, on avait évolué, là, on était quand même un petit peu plus loin. Il y avait un développeur qui pouvait le compiler sur sa machine, puis il y a juste lui qui savait la recette, puis Raphaël Léry. C'était pas une joke, c'était une application en VB.NET qui avait tellement une interface complexe que ça prenait une quantité de mémoire phénoménale pour l'époque pour la compiler. Fait qu'il y avait une tour, puis un gars qu'on a appelé Brutus pour les besoins de l'expérience. On n'a pas eu de problème. On a réussi on a trouvé une solution à ça, quand même. Mais ça aurait pu être quand même catastrophique si le gars se fait frapper par une vanne, si son ordinateur explose, peu importe ce qui peut arriver. Notre produit, le plus important, on ne peut plus faire de release. C'était pas simple à faire. Fait que c'est quoi le portrait de cette époque-là? Ben, c'est l'époque des héros. Fait que dans l'entreprise, il y a des très bons programmeurs. C'est eux nos héros. On a besoin d'eux pour compiler l'application. S'il y a quelque chose, un bug bizarre quelque part dans l'application, ben eux, ils ont la vue d'ensemble. Fait qu'ils sont capables de dire ah, c'est là que ça doit se trouver parce qu'ils comprennent vraiment tout le code. Fait qu'on on en a besoin. Ils sont indispensables. D'ailleurs, trouvez-vous qu'ils ressemblent à Tom Cruise? J'ai l'impression qu'ils ont écouté Top Gun avant de faire l'IA. C'est l'époque des directeurs aussi, OK? Une époque très forte de direction. Donc, on a des bons programmeurs qui deviennent chefs d'équipe, responsables. Ben, le chemin logique, quand tu veux continuer ta carrière, ben, tu essaies d'évoluer comme directeur. Fait que ça a une couple de conséquences. Premièrement, tu enlèves un bon programmeur à l'équipe, il s'en va au management. Un bon programmeur, ça ne veut pas dire que c'est un bon manager nécessairement. Il y a quelques cas épiques que ça n'a pas marché. On nomme pas de nom. On nomme pas de nom. Puis, c'est ça. Pas mal ça. C'est l'époque que chacun travaillait sur le poste, on travaillait en silo. Souvent, je me souviens, j'étais à une place, on était peut-être une quarantaine de développeurs, chacun travaillait presque sur une application, on se parlait plus ou moins. On était en silo. Les architectes, c'est l'époque aussi des architectes. Je n'ai rien contre des architectes. Y a-t-il des architectes en salle? Excuse-moi. Ouais, non, c'est rien de méchant, mais c'est l'époque où les architectes, dans notre cas, étaient séparés, n'étaient pas dans les équipes. Donc, ils faisaient des diagrammes, ils faisaient des schémas, ils donnaient aux programmeurs. Puis, avec le temps, on se rendait compte qu'ils étaient peut-être un peu obsolètes parce qu'ils touchaient moins au code. C'est des choses qui arrivaient dans ce temps-là. Peur de pousser du code aussi. À cette époque-là, je me souviens, à une certaine place, on avait peur de pousser le code dans Git. Même on avait source control, mais à toutes les fois qu'on poussait le code, il fallait se mettre à jour. Puis là, des fois, on avait pour une semaine, 2 semaines, du monde qui rit, ils ont déjà vécu ça. Une semaine, 2 semaines, des fois, à faire builder ce que tu as ramassé sur ton poste parce que tout est explosé. Pas agréable. L'époque des longues campagnes de tests. On release aux 6 mois, aux années. Fait que quand on arrive proche de ça, ben on a une version candidate ou bêta, peu importe. On a une équipe de testeurs qui se fait assembler pour tester la version. Fait que là, ils se mettent à tester, ils sortent des bugs. Fait que là, il y a plein de bugs qui reviennent vers l'équipe de dev. Ils se mettent à les corriger, mais comme ils en corrigent beaucoup, ça recrée d'autres bugs. Fait que là, ben, ça fait une boucle qui s'installe entre les testeurs et les devs pour réussir à stabiliser la version. Ouais. Énormément de pression lors des releases. Un peu en lien avec ça. On a beaucoup de pression, les releases sont longues. Qu'est-ce qui se fait? Les releases sont en retard, c'est toujours en retard. Les gens sont presque habitués de faire du 50-60 heures semaine, parce que là, il y a une période de rush pour faire une release. Je me souviens quand j'avais dit ça. Quand j'ai à une place, quand je suis arrivé, mon boss me dit, tu sais que si tu veux prendre ta place dans la compagnie, il faut que tu fasses au moins 50 heures semaine. Hein. C'était une autre époque, là. Mais oui, on s'épuisait,
on travaillait moins bien, on coupait les coins ronds dans le code, bien sûr, pour arriver à temps, parce que la dette technique pouvait empirer. Puis perte d'employés, on perdait du monde. Des fois, après les releases, là, le monde était juste plus capable. Regarde, je fais plus ça. Fait que, ça a l'air triste de même, mais c'est l'état des lieux de l'Antiquité. On veut évoluer de là. Ouais. C'est l'époque aussi où est-ce qu'on a développé des outils à l'interne. Fait que là, il y a des scripts qui sont nécessaires et utiles. Fait qu'on développe des scripts, on les passe à d'autres équipes, les autres équipes s'en servent aussi. Fait que là, le script grossit. Fait qu'il y a du monde, bien, ceux qui l'ont développé commencent à le maintenir aussi. Fait que là, au lieu de passer du temps à développer des features pour nos clients, bien, on développe du temps à l'interne pour maintenir le script. Ou des fois, ça aurait été un outil qui existe, mais il coûtait 20$ par mois par usager. On se dit que c'est trop cher. Fait que, bien, on continue à développer nos scripts. Je vois du monde qui rit, je pense que c'est un autre cas vécu. Parenthèse, un avantage d'être petit. Tu sais, je peux avancer à la Oui, c'est ça. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire pour se sortir de l'Antiquité? Évoluer de là. Oui. Bien, on est à l'Agile Tour. Instaurer l'agilité. Nous, ce qu'on a fait, on a une R&D, on a des équipes de développement environ 120, 130 personnes. On a décidé que tout le monde serait certifié Scrum à grandeur. C'est assez, là, tu sais. C'était un patchwork. Il y en a qui l'étaient, il y en a qui ne l'étaient pas. Ça dépendait des équipes. Ça ne s'appliquait pas trop ici ou là. Fait que là, tout le monde certifié développeur Scrum, Scrum Master, Product Owner. Fait que là, on a tout le même vocabulaire. On est capable de dire, OK, là, on est Scrum, point. On forme des équipes, Scrum, fait que là, on commence à avoir des sprints. Avec nos sprints, on livre des versions au moins internes à chaque sprint. Fait que là, on se dit à partir de ce moment-là, OK, c'est fini l'overtime. Là, les gros rushs pour livrer, à un moment donné, il n'y en a plus. C'est un mot d'ordre, il n'y aura plus d'overtime. Si vous en faites, vous en faites pour vous, mais ce n'est pas ce qui est demandé par l'entreprise. Puis, on demande aux architectes aussi de revenir dans les équipes de développement. Fait que c'est toujours des excellents développeurs. Fait que là, ils se mettent à développer avec les équipes. Ils font de l'architecture quand même, mais ils peuvent passer leur savoir au reste de l'équipe. Fait que tout le monde profite de l'architecture. Exactement. Là, pour régler le problème, que quand on a peur de pousser du code parce qu'on a des impacts à ça, c'est un peu la base. Là, des scripts d'intégration et l'intégration continue, faire des scripts de build, faire des scripts de test, tout ça. Bon, c'est un peu la base, on n'apprend rien là-dessus, mais ça prend ça. C'est des choses qu'on a mis en place, justement, pour test, build. Au moins, tu as les mêmes résultats sur les postes de développeurs que sur les machines de CI quand on se met à faire plus d'intégration continue. Oui. Ça a été les débuts de l'intégration continue, puis ça a été le début des tests unitaires aussi. Donc, on demande à chaque équipe de commencer les tests unitaires. Dans certaines équipes, ça va bien. Il y en a d'autres qui disent, écoutez, nous, ça fait 15 ans qu'on fait du code, on a des centaines de milliers de lignes de code. Où est-ce que tu veux que je le mette, mon petit test unitaire? Fait que là, on en a parlé, effectivement, c'est un bon problème. Fait qu'on dit, écoutez, là, quand vous faites une nouvelle fonctionnalité ou vous modifiez du code quelque part, c'est là qu'on met le test unitaire. Puis à partir de ce moment-là, ça a fait que la dette technique a arrêté de monter. Fait que là, tout le nouveau code, au moins, il était couvert. Puis tranquillement, pas vite, ça s'est propagé dans le reste du code, puis ça a été bénéfique, ça. Exact. Pour régler le problème on disait direction tantôt, on a mis en place un système, je ne sais pas vraiment à notre niveau, mais un système de promotion intra-fonction. Donc, avant, la manière d'évoluer dans notre carrière, c'était de devenir manager ou directeur. Comme tu disais tantôt, des fois, tu étais un bon développeur, mais si tu évolues un peu, tu deviens directeur ou peu importe. Je te regarde encore, excuse. Mais ce qu'on a fait à la place, c'est qu'on, par fonction de travail, que ce soit les gens en software, en FPGA, en électronique, on permet les gens d'évoluer dans leur fonction avec un certain niveau. Fait que quand tu es rendu assez haut niveau, par exemple, en software, tu as une espèce de crédibilité au niveau de la R&D. Ce n'est pas un directeur qui va dire « OK, non, tu ne feras pas ça comme ça. » T'es qui pour me le dire? Bon, ça ne marche pas de même, là, hein? C'est pas comme ça que ça se passe. Mais dans le sens que les gens, leur fonction est plus prise au sérieux, finalement. Ouais. On développe les expertises, puis les experts restent des experts. Exact. En gros, c'est ça. Hey, on évolue? Donc, on arrive au Moyen-Âge. On dit souvent que l'agilité ne règle pas les problèmes, puis elle nous les expose, puis c'est là ça nous a pété d'en face que les problèmes, on les a eus. Il n'y avait rien de réglé, mais au moins on les voyait. Oui. Ici, ça se passe dans un projet qui a commencé de zéro, ce qui est assez rare. D'habitude, on ramasse des bouts de code qui viennent d'ailleurs, on ne part pas de zéro. Là, on avait la chance de partir de zéro avec 3 équipes Scrum,
Fait qu'on s'est dit, regarde, on va faire un projet solide là, qui est capable d'avoir une architecture qui va rester droit à travers le temps. On a des bonnes pratiques. Fait que celui-là, ça va être un bon projet. Puis ça a commencé, ça a bien été. Il y a eu des bonnes architectures de fait. C'était des bons développeurs, des bons architectes. Fait que ça allait bien. Après plusieurs mois, on a eu un premier MVP. Ça a été lancé, les clients ils ont aimé ça. Fait que ça a continué, c'était au rendez-vous. Fait que ça a continué. C'était un projet qui a duré plusieurs années. Fait que les fonctionnalités sortaient, les clients, la base de clients a grossi. C'était vraiment super. Mais à un certain temps, on s'est rendu compte que, oups, c'est plus super. Là, il y a des sprints qu'il faut commencer à tasser, à faire des gros refactoring. On prend une base de code à une place, on le déplace à l'autre place. Pourtant, on s'était dit qu'on ferait de la bonne architecture, puis là, il fallait faire ça. Il y a des releases qui sont moins bonnes. Fait que là, on fait un release, puis là, il y a des clients qui se mettent à appeler, qui disent « Hey, mon système chez moi ne marche plus, c'est un système web que je parle ici. Le système web ne marche plus pour moi. » Fait que là, oups, obligé de faire des patchs pour régler ça. On fait un hotfix en production. À un certain point, même, on s'est dit « Regarde, on va réaliser tout le temps le lundi. Comme ça, s'il y a un problème, on va le savoir mardi, mercredi. Pouvoir le corriger jeudi, vendredi. Fait que la fin de semaine, c'est un système qui était utilisé aussi la fin de semaine, on va pouvoir rester chez nous parce que les problèmes vont avoir été corrigés. Fait que là, après plusieurs années, on est obligé de faire le constat, de regarder en arrière et de dire qu'est-ce qui s'est passé là? On s'était dit que c'était un super système, que ça serait vraiment droite, puis c'est ça, c'est la tour de Pise qui est en train de pencher. Il y a quelque chose qui ne s'est pas passé comme on avait espéré. Fait que état des lieux du Moyen Âge. Bon départ, mais dans le sens qu'on fait du Scrum Bot. On adapte nos recettes, même si c'est des recettes que tout le monde fait. Des choses qu'on n'aime pas. J'ai vu des places où les PO n'avaient pas tout le pouvoir, entre guillemets, de PO parce que la direction n'aimait pas qu'ils puissent prendre certaines décisions. On adaptait les choses, fait qu'on avait des résultats un peu ordinaires souvent là, avec ça. On avait peu de communication avec les clients. Souvent, on faisait une application, puis après ça, on allait voir le client, puis des fois, le client disait « Non, je ne peux pas utiliser ça. Ça aussi, ça pourrait être un autre fait vécu, je ne le rencontrerai pas. » L'intégration continue est en place, mais on n'est pas tant pris au sérieux. On la trouve le fun d'avoir un feedback, d'avoir un mail qu'il y a quelque chose de pété, mais on ne réagit pas nécessairement. Fait que des fois, le pipeline peut être rouge pendant des jours, mais bon, regarde, il est rouge, on sait qu'il ne faut pas faire un update. C'est pas mal ça. Oui. Au niveau des tests, on a dit à l'époque d'avant, on a commencé les tests, mais là, on en a des tests unitaires. Fait que là, on en a, dans des projets, on en a des milliers. Ça prend du temps à rouler. Fait que c'est un feedback qui est super long. Puis, quand ça roule, des fois, il y a des bris, puis on ne sait pas pourquoi. Fait que les tests ne passent pas, mais sur notre poste, ils passent. Fait qu'on ne peut pas trop s'y fier. Des tests, des fois, qui sont rouges, puis qui sont verts la fois d'après. Fait que tu le relances, puis ça va passer. Ça n'inspire pas trop confiance. Les tests manuels, nos systèmes ont grossi. Fait qu'il y a on a des cahiers pour les tests manuels. Ça peut prendre 6 à 8 semaines exécuter tous les tests manuels. Parce que c'est quand même des systèmes qui sont assez complexes. On n'a pas le temps, on n'a pas 6 à 8 semaines. Fait qu'est-ce qu'on fait? On va viser la loi de Pareto. Fait qu'on dit, on fait un 80-20. Où est-ce que le code a changé? Bon, on va tester où est-ce que le code a changé. On va tester un petit peu autour. Fait que ça devrait être pas pire. Mais c'est pas pire, mais des fois, il y a des bugs qui apparaissent ailleurs quand même. Puis ceux-là, ils se ramassent dans la nature. Puis des fois, c'est un autre cas vécu. Nos systèmes, ils se ramassent en Europe. Puis là, le bug il apparaît là. Mais nous, on ne le sait pas du tout à Québec. Eux, ils contactent leurs représentants locaux. Ils essaient de trouver exactement d'où ça vient. Par le temps qu'ils disent que c'est le logiciel qui cause le problème, ça revient en direction de Québec. Mais là, le feu est pris. Puis là, ça arrive à l'équipe de développement. On n'a aucune idée de ce qui se passe. Mais il est temps de le régler. On n'a pas de contexte, mais sérieux, il faut régler ça. Ça a dérangé tout le monde. Ça aurait pris 10 minutes à tester si ça avait été fait dès le départ, mais ça a pris le temps de 15-20 personnes, puis ça a brisé de la confiance. Fait que, à ne pas refaire. Tu as les lieux d'être technique. On parlait tantôt, on était rushé pour faire les releases, on coupait les coirons. Là, on a accumulé de la dette technique avec le temps. Fait que quand on fait des changements, plus qu'on fait des changements, on se rend compte que plus qu'on crée des nouveaux bugs. Avant ça, on faisait un petit changement, c'était correct. Là, il y a de plus en plus de bugs. Faire un changement est de plus en plus long. Un petit changement pouvait prendre, qui prenait une semaine avant, en prend 2. On se rend compte que la tour de Pise est en train de pencher. Puis ce qu'on a pour là, ça. Les sprints sont rarement. Si on est en sprint, on les réussit moins, on les réussit carrément plus parce que justement, tout est plus difficile finalement. Exact.
Fait qu'il y a une espèce de mood général là, qui s'installe dans notre époque moyenâgeuse, là, que on n'est pas très bon. Puis en plus, des fois, on vient à l'Agilto où on parle à d'autres amis qui sont en informatique. Puis tu sais, ça a l'air le fun où est-ce qu'ils travaillent, eux autres, ils ont des nouveaux outils, ils testent, il y a des affaires, c'est dynamique, c'est tout. Puis nous, nos systèmes sont compliqués, tu sais, on peut pas faire ce qu'ils font parce que ça ne s'applique pas à nous, mais on a l'impression de pédaler dans la boîte un peu. C'est moins le fun. Qu'est-ce qu'on peut faire pour évoluer du Moyen Âge? Je l'aime bien celle-là. Être agile au lieu de faire agile. Entendre faire agile, il me semble que je n'aime pas bien ça. Faire Scrum de la manière correcte, on ne donnera pas un cours de Scrum ici, mais tu sais, c'est avoir des équipes auto-organisées, faire des revues, avoir des gens qui ont le bon rôle et qui auront le pouvoir de faire leur rôle aussi. Ça va donner un bon coup de main. Aplanir l'organisation. Là, regarde, la plupart des places, ça ne se fait pas. Là. À la R&D, ça a été fait un peu pour rendre ça un petit peu plus... certains niveaux qui étaient peut-être moins utiles ou simplifier les décisions, tout ça. Fait encore un peu comme dans le cas des architectes, ben c'est pas nécessairement on prend le mid-level et on les met tous dehors, mais des fois on les intègre dans les équipes. Ces gens-là sont peut-être des bons développeurs aussi. Fait que c'est des changements qui ont eu lieu. Faire du UX, virage UX. On a engagé un UX designer. Ça aide justement à avoir un peu une vision de qu'est-ce qui va aider le client à ce que nos produits soient le plus efficaces, faciles à utiliser, faciles à adopter. Chose qu'on a faite. Culture, avoir un mindset, on a parlé souvent dans d'autres rencontres, le mindset agile, c'est super. Tant qu'à moi, c'est le point le plus important. Tu as beau mettre toutes ces affaires-là en place, mais si tu n'as pas le mindset en arrière, on parle souvent parce que vous connaissez l'oignon agile, le mindset, c'est super important. Que ça contient, je pourrais en parler pendant 3 heures, la bienveillance, la sécurité psychologique, accepter l'échec. Si tu acceptes l'échec dans une équipe, bien, l'équipe va être plus portée à essayer des choses. C'est là que l'innovation va sortir. Le respect, la confiance, plein d'affaires. Au niveau des pipelines, on va vraiment ramener les pipelines au cœur de l'équipe. Donc, on n'acceptera pas un pipeline rouge. Puis là, ça, c'est un problème parce que les développeurs, eux, ils veulent développer le code. Puis quand il y a une lumière rouge qui flash quelque part, bien, ça les dérange. Puis il est mieux de pas regarder et continuer à faire ce qu'ils font. Pour régler ça, on va demander qu'à chaque semaine, il y ait un développeur qui soit assigné au pipeline. Donc cette personne-là, oui, va regarder le pipeline plus souvent durant la semaine, ça va le déranger. Mais quand il y a un problème, bien, il va essayer de comprendre c'est quoi le problème à ce moment-là. Pourquoi notre master qui est supposé être toujours vert est plus vert. Fait que là, soit il va régler le problème lui-même, soit il va trouver la personne qui peut aider à régler le problème. Il va ramener ça au vert. Ça, ce que ça va nous faire, c'est qu'à partir de ce moment-là, les gens qui partent des nouvelles features, bien, ils partent d'une base qui est stable. Donc, les builds, ils passent, les tests, ils passent. Fait que là, quand ils continuent à développer leur branche, bien, ils savent que leur base est solide. Fait qu'il y a un méchant avantage qui est perçu à partir du moment que c'est tout le temps vert. Fait que le fait d'assigner du monde au pipeline, bien, ça va durer un temps, puis à un moment donné, bien, l'équipe va juste le faire naturellement parce que là, tout le monde va dire « Hey, quand ça qui est rouge », puis le focus va aller naturellement vers le pipeline, ils vont vraiment l'adopter. Au niveau des tests, donc, on a commencé les tests unitaires, là, on rajoute des couches de tests. Donc, c'est bien les tests unitaires, ça vérifie nos fonctions, ça vérifie nos classes, mais ce qu'on veut, c'est vérifier les fonctionnalités de client. Donc là, on va venir avec des tests end-to-end, mais les tests end-to-end, s'ils sont là tout seuls, ça va être tout le temps brisé. C'est là qu'on va venir avec la pyramide de tests. Je ne ferai pas un cours là-dessus non plus, cherchez-la si vous ne la connaissez pas, mais des tests end-to-end, ça en prend un peu en haut de la pyramide. Après ça, on veut des tests d'intégration, on a différentes composantes. On va tester 2-3 composantes ensemble, voir que ça marche. Puis après ça, tu as les tests unitaires. Fait que tu as différents niveaux de tests, mais tu as beaucoup de tests unitaires, un peu de tests d'intégration, très peu de tests end-to-end. Puis avec ça, bien, on est capable d'avoir des tests qui passent beaucoup plus souvent. Pas mal ça. Pour la propreté du code, j'aime bien le clean code. Des choses qui nous a aidé, faire des merge requests ou pull requests, dépendant de votre outil. Tout le temps. On ne passe jamais à côté sans l'avoir, même pour des choses simples. Ça donne au moins... ça améliore la qualité du code, mais ça fait aussi que les connaissances se partagent mieux dans l'équipe. C'est un bon plus pour ça. Mettre en place un analyseur de qualité de code, SonarCube ou peu importe. On a mis ça en place justement pour... mais c'est dur à embarquer. Une des manières qu'on a faites pour que les gens l'utilisent plus facilement, c'est de regarder qu'est-ce qu'on a modifié dernièrement. Dans le dernier sprint, qu'est-ce qu'on a changé comme code, voir
voir la qualité. Pour ceux qui, là, je passe vite, mais pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, comme ça, SonarQube, ça regarde la qualité du code et non pas la qualité du produit. L'exemple que je donne toujours, tu as une fonction, puis dans l'équipe, on se dit qu'une fonction ne devrait pas avoir plus que 4 paramètres. La journée que quelqu'un en met un cinquième, bien là, il y a un flag de levée, c'est que ta fonction elle a 5 paramètres. Dans le temps, je me souviens, au début, on avait des fonctions à 22 paramètres, c'était illisible, tu ne comprends rien. Je vois Alex qui rit. C'est un peu ça. Fait que ce genre d'outil aide beaucoup, mais on focus surtout pour les produits plus legacy, sur le nouveau code. Donc, dans le dernier sprint, qu'est-ce qu'on a changé comme code? Avoir une idée de justement tout ce qu'on a empiré comme qualité de code, puis prendre le réflexe justement d'améliorer ce code-là. Parce que des fois, moi je me souviens, on l'avait déjà roulé dans une ancienne entreprise, puis on avait 47 ans de dette technique sur l'ensemble de nos produits. Ça veut dire que si tu prends 47 personnes, pendant un an, ils ne travailleront plus, ils vont juste réparer de la dette technique, tu n'auras aucune valeur de plus. Fait que, outil super pratique. Focus sur la nomenclature, ça a l'air de rien. Je pense que Uncle Bob, il y a un épisode complet là-dessus. Bien nommer les choses. Je me rends compte encore, nous autres dans l'équipe, il faut qu'on regarde quelque chose. C'est quoi ce nom-là? Qu'est-ce que ça fait? Surtout les ressources dans Azure. Qui a nommé ça? Oh, c'était moi. Oui, c'est ça. Prendre le temps de bien nommer les choses, c'est super important. Ça a l'air niaiseux, mais ça change ma vie. Documenter, avoir un bon outil de documentation. Il n'y a pas si longtemps, on avait 12 outils de documentation, je pense. Une place, un single source of truth. On essaie de... Puis bien documenté. Là, je le dis pour me convaincre moi-même parce que je ne le fais pas tant que ça. Oui, des bons outils de documentation. Celui-là qui revient tout le temps, juste le Markdown. Vous avez un repo, un readme.md à la base, avec des procédures d'onboarding, des affaires de même. C'est bon. Sinon, des trucs plus Wiki, Confluence, Wikijs. Les deux sont bons, mais si ça peut être proche du repo, c'est encore meilleur. Amélioration continue. Donc, on veut s'améliorer, on veut sortir du Moyen-Âge. À chaque rétro, on identifie qu'est-ce qui ne marche pas. Bien, on va prendre un point, on va en faire un user story, puis ce user story-là va devenir le premier user story du prochain sprint. Fait qu'il va y avoir quelqu'un d'assigné à améliorer les pratiques de l'équipe. Puis, on va passer entre 10 et 25 % du temps du sprint là-dessus. Là, ça dépend des contextes, puis ça peut paraître beaucoup quand je monte jusqu'à 25 % mais il faut voir ça comme vraiment un retour sur investissement qu'on s'en va chercher. Fait que la personne met ça en place, le reste de l'équipe, une fois que c'est livré, est capable d'accélérer. On vise vraiment de l'accélération. Puis après ça, bien, il va y avoir une deuxième amélioration, puis on va encore accélérer. Fait que c'est des petits pas, mais toute l'équipe en bénéficie, puis ben, on joue avec les pourcentages selon le temps. Donc, on commence à s'améliorer de manière permanente. Oui, question? La dette technique, ça dépend. Parce qu'on peut régler de la dette technique, puis l'équipe n'ira pas plus vite, puis on peut en régler, puis l'équipe va plus vite. Fait que, c'est de voir, est-ce que oui, on va livrer plus vite après qu'on ait réglé cette dette technique-là? Fait que c'est une discussion qui dépend vraiment là, du contexte. Mais c'est ça. Des fois, c'est de la dette technique, des fois, on parle d'outils, des fois, on parle de changer les pratiques, changer les manières de faire. Là. Il y en a besoin. C'est ça. Bien, le user stories, par exemple, on dit nos tests plantent tout le temps sur le CI, ben on va aller voir pourquoi ça plante sur le CI, on va essayer de trouver la cause, puis on va ramener ça en amont. C'est vraiment peu importe ce qu'on sort dans le rétro. S'il y a quelque chose, s'il y a un outil qui peut régler ça, on va le faire. Puis dès qu'on joue dans ce bout de code-là, c'est sûr qu'on triple le temps. Fait que, on n'a pas livré le sprint parce qu'on touchait à de la dette technique. Ben, si c'est ça, sprint après sprint, ben là, oui, on va régler la dette technique, ça va faire partie de ça, effectivement. Mais ce n'est pas nécessairement lié à la dette technique. Pas toujours. Continue, on ouais. On ne veut pas rajouter de dette, ça, c'est certain. C'est ça. On a tout mis ça en place, rendu à la révolution industrielle. En passant, ouais. Nos personnages sont toujours déprimés, là, puis ça s'améliore bientôt. Mais ils l'ont pas facile. Ils l'ont pas facile, mais on est passé par là. On est passé au cloud. C'est une espèce d'upgrade, un passage, je pense, nécessaire dans la vie. Mais tu sais, il y a beaucoup d'impact avec ça. Une autre petite histoire, on avait toute notre infrastructure on-prem, on a tout mis dans le cloud. Ça va bien-ish, mais tu sais, on se fait dire qu'on va sauver de l'argent, il paraît, puis que ça va être super facile. C'est pas vrai.
Mais là, ce qui arrive, c'est qu'il y a des... La manière que ça a été monté, il y a des gens de sécurité qui sont ailleurs, peut-être sur un autre continent, que les autres, ils pensent ils font leur job, hein, ils pensent à la sécurité. Fait qu'ils vont mettre en place des choses, par exemple, déployer des Windows Defender sur des VM Linux qui ne savent pas, mais qui ont juste 256 MB de RAM. Fait que là, tout écrase. Fait qu'on se ramasse que nos serveurs de source control écrasent, nos serveurs de CI plantent. On a perdu le contrôle de nos petites machines qui étaient dans le rack. Là, on les aimait bien. On s'est rendu compte que, OK, on a peut-être fait une erreur finalement. Fait que c'est un petit cauchemar de la révolution industrielle. Fait que, parlant de cloud, les coûts explosent. Je ne sais pas s'il y en a qui ont réalisé ça aussi, mais c'est super facile de dépenser dans le cloud. T'sais, surtout ceux qui travaillent dans des plus grandes entreprises ou au gouvernement, tu veux te faire acheter un logiciel à 10$, il va y avoir 3 personnes qui vont avoir à signer, ça va prendre un mois, tu vas avoir le département des achats, il va falloir que ça s'en occupe. T'sais, c'est un 10$. Là. Mais faire popper une VM dans Azure, c'est un checkbox à peu près, puis ça va te coûter 250. Ou activer, je ne sais pas quelle option de log, 600 par mois. Tu sais, c'est super facile de dépenser. Puis on réalise que tout le monde a accès, la manière qu'on l'a monté un peu, pas tout le monde a accès à tout, mais dans le sens que tout le monde qui ont les accès peuvent créer à peu près ce qu'ils veulent. Donc, ils ont besoin d'un service. Puis encore, on revient à l'autre point de tantôt, ils nomment les ressources tout croche. Fait que là, tu regardes 6 mois plus tard, c'est quoi cette histoire-là? Tu ne sais pas trop c'est quoi. Tu n'oses pas déliter parce que d'un coup, que c'est de la prod puis qu'il y a quelque chose qui tombe à cause de ça. C'est pas simple. Instabilité, un peu en lien avec l'histoire de tantôt. Nos petites machines on-prem, c'était quand même stable. Puis là, de temps en temps, il y a quelque chose qui plante. Puis on se met à blâmer la gang de sécurité. Si tu Azure, tu refreshes le dashboard d'Azure pour voir leur espèce de health check. Tu comprends pas trop. On a fait qu'on a reculé un petit peu, finalement. Oui. Au niveau de l'intégration continue, là aussi, on a de l'instabilité. Je cherche un peu pourquoi. Là, des fois, pour un même commit, on roule un pipeline, il est rouge. On rerun le même pipeline, il est vert. On cherche à savoir pourquoi. Puis en fait, il y a eu des cas où est-ce qu'on disait aux développeurs, il y a des cas complexes où est-ce que sur les postes des développeurs, les tests passent très bien. Puis là, tu arrives sur le CI, puis ça passe pas. Fait qu'on leur disait, regarde, connecte-toi direct à VM du CI, puis essaie de comprendre là pourquoi ça passe pas. Ils faisaient ça, mais en faisant ça, ils installaient des librairies pour les aider à débugger, ils installaient des outils pour les aider à débugger, puis ils trouvaient le bug, puis après ça, ils se déconnectaient, mais ils laissaient tout ça là. Fait que là, tu te ramasses avec 2 VM, il y en a une qui a plein d'outils développeurs, puis il y en a une autre qui n'en a pas, fait que tu roules 2 fois des pipelines, fait que selon la VM qui pogne, ça passe ou ça passe pas au niveau des tests. Fait que c'est instable à cause que les environnements sont instables finalement. Architecture interprojet. Le bureau a grossi, il y a beaucoup de projets. Et là, il y a un call général qui dit « Hey gang, il y a du code qui est dupliqué, là. On développe la même chose dans 2 projets. On peut-tu partager? » La réponse de tout le monde, c'est oui. Je pense qu'en ingénierie, tout le monde veut partager du code, ça a toujours été ça. Mais là, il y a un mot d'ordre de partager. Qu'est-ce que le monde fait? Dans un projet, quand il développe, c'est « Ah, ici, il y aurait une composante, c'est ça peut être utilisé. » Fait qu'on va prendre ça, on va l'extraire du projet, on va l'amener dans un autre repo, on va rajouter des intégrations continues pour qu'on soit capable de le réutiliser dans notre projet. Puis, il y a beaucoup de monde qui vont faire ça. Fait qu'une couple d'années après, on se rend compte que, OK, on fait un petit tour des repos. OK, qu'est-ce qui est utilisé? Il y a un paquet de repos, finalement, qui sont juste utilisés par un projet. Fait que plein de composantes de reuse qui ont juste un master. Fait que la réutilisation a plus coûté cher qu'à amener de bénéfices dans beaucoup de cas. Exactement. Qu'est-ce qu'on peut faire pour évoluer? C'est croche un peu. Hein? Qu'est-ce qu'on peut faire pour évoluer en sortir de la révolution industrielle? Docker. Entre autres, pour le cas des VM qui étaient modifiés, puis avec le temps, ils venaient un petit peu sales, c'est un peu la base en mettant Docker pour toutes nos pipelines de CI. Au moins, à chaque build, on retombe à un état initial. C'est gestion pour la gestion du cloud, bien diviser les ressources par groupe. Fait qu'on on a fait le tour des ressources, puis on les a attitrées à des groupes pour au moins avoir une idée de qui a créé quoi, qui utilise quoi. Une chose qu'on a faite, une super cool, c'est une idée en plus, la facturation. À chaque mois, on génère des pseudo-factures à chaque équipe.
vu qu'on a mis les ressources par groupe, on a une idée justement de qui utilise quoi. Fait qu'à chaque mois, début de mois, on fait une espèce d'Excel qu'on leur donne. Puis surtout les 2 premiers mois, on a coupé nos coûts d'Azure de pratiquement de moitié, je pense, en faisant ça. Parce que justement, le monde regarde, c'est quoi ce VM-là? Ça fait 6 mois qu'on s'en sert plus. Hey, ça, c'est Roger qui a créé ça, il y a 9 mois. Il n'est plus là. On s'est vraiment rendu compte qu'il y avait des ressources qu'on n'avait plus de besoin. On a coupé beaucoup en faisant ça. Exploiter le cloud. Cloud, c'est pas juste pour avoir des VM puis une CI. Fait que, tu sais, l'utiliser, faire de l'autoscaling, justement, au lieu d'avoir, même on n'a pas encore fini là-dessus, mais au lieu d'avoir, mettons, 25 VM pour un projet, pour compiler, bien, au moins, si on fait ça en autoscaling, ben, tu peux avoir des containers, tu en as 1 ou 2 qui restent la nuit, puis le jour, quand le monde en a plus de besoin, ben, ça en crée automatiquement plus. Fait que ça donne un bon coup de main. Utiliser les clusters, Kubernetes, tout ça, il y a bien du monde qui doivent dire, voyons, on connaît ça, mais pour ceux qui veulent sortir de la révolution industrielle, c'est des must. Ouais. Oui, on a d'autres points aussi. Mettre en place du monitoring, des logs, engager un SRE. Pas lui, on le garde, mais c'est des SRE Site Reliability Engineer. Faites-moi le pas dire une deuxième fois. Pour ceux qui ne savent peut-être pas c'est quoi, c'est des gens qui vont se spécialiser pour justement la stabilité de l'infrastructure, tout ça, quand Alex est arrivé, mettre en place des logs, du monitoring sur toute l'infrastructure qu'on a. On a une idée de qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui va pas bien. C'est super cool. Puis depuis ce temps-là, ben, côté stabilité, ça a super amélioré. C'est sûr que quand tu le mesures, ça augmente. Une fois qu'on fait tout ça... Attends un petit peu. Ben oui. Oui, voyons. Pour nos problèmes de permission, ou est-ce que quelqu'un dans une autre équipe change des permissions et ça se met à plus marcher? Infrastructure as code. Donc, les ressources sur le cloud, on arrête de les créer en allant dans les interfaces d'AWS ou d'Azure, puis en faisant je veux une nouvelle affaire ici, je veux changer les permissions ici. On les fait en infra as code. Puis les gars de sécurité, ben, ceux qui le font plus ou bien ceux qui n'ont pas le choix d'apprendre l'infra as code, ce qui est le fun. Exactement, il faut faire évoluer tout le monde à ce niveau-là. Les outils, pour ça, Terraform est intéressant parce qu'il est multi-cloud. Je le dis avec un grain de sel, vous ferez vos tests. Puis leur licence est devenue comme privée. Je n'ai pas trop suivi l'histoire, mais là, il y a une branche qui est partie qui s'appelle OpenTofu, qui est le même code exactement, mais là, ça commence à diviser un peu, fait qu'à regarder aussi. Partager des composantes, on le fait de manière un petit peu plus intelligente, fait que oui. Pulumi aussi, qui est plus style C#. Okay. Qui est plus style développeur. Dans le fond, il y a beaucoup de langage de développement là-dedans. Là. OK. OK. Oui, c'est ça, ça ramène le langage là, avec les boucles, les conditions. Là. Je ne sais plus pourquoi on ne l'avait pas choisi. Je pense qu'on l'avait analysé un peu. Regarde. Ben, à un moment donné, il faut en choisir. Pulumi, ça en est un. Oui, ouais, effectivement, on l'entend beaucoup aussi. Bon point. Donc, oui, pour partager des composantes, fait que, le mot d'ordre reste qu'on veut partager le code et non le dupliquer. Mais dans une étape 1, si quelqu'un trouve qu'il y a quelque chose qui serait partageable, qui est intelligent à partager, bien, on va l'isoler, mais à l'intérieur du projet. Fait on va juste créer un répertoire dans le projet. On va venir mettre des tests aussi pour dire, regarde, ça serait une composante. Là, on veut le tester, on va déclarer une interface, mais on le laisse dans le projet. Fait qu'on build tout le projet, ça va builder ça avec, ça reste là. Là, on parle à travers les équipes. Une deuxième équipe qui en a besoin, bien là, ça va être leur responsabilité de venir dans le premier projet, de prendre ce code-là puis de l'extraire. Donc, autant la première équipe va avoir passé du temps à développer le code puis les tests, autant la deuxième, il faut qu'ils extraient, qu'ils ramènent dans la première équipe puis qu'ils le ramènent dans leur deuxième projet. Fait qu'on n'a pas gagné tant de temps que ça, puis c'est vraiment la troisième équipe quand on vient le chercher. Bien là, la composante est là, ça fait déjà 2 équipes qui l'utilisent, fait que l'interface commence à être plus solide, plus stable, et puis eux, ils ont vraiment un gain. Là. Donc, le gain du partage n'est pas instantané non plus, là, on s'en rend compte. Puis on a pu partager pour le futur aussi. Ouais, on ne l'utilise pas. On a gagné au moins sur ce point-là à court terme. Là. Donc, on a mis tout ça en place, on est rendu à l'ère moderne. Oui.
L'histoire qu'on a pensée ici, c'est une équipe justement qui utilise à peu près toutes les pratiques qu'on a parlé depuis le début. Une bonne équipe web qui fait de l'Angular. Je vais dans leur DSM, puis là, à un moment donné, j'entends quelqu'un qui dit que sa user story est finie. Ça a été merge au master. Fait que là, notre PO dit « Ah, ben c'est cool, je peux-tu tester, je peux-tu aller voir de quoi ça a l'air? » Il dit « Ah, ben pas de problème, dès que quelqu'un génère la version, tu vas pouvoir tester. » OK. Là, dans d'autres DSM, je entends ça. Ma user story est finie, mais non, tu ne peux pas tester ici tout de suite. Il faut que quelqu'un génère une nouvelle version, puis après ça, tu vas pouvoir tester. C'est bizarre. Là, on creuse un peu, parce que je me demande pourquoi, on a des pipelines, ça devrait se faire tout seul. Pourquoi ça ne se fait pas tout seul? Clic. Bon, c'est à cause des dépendances. Fait que là, donc je disais que c'est une application web en Angular. On a des web components. Puis quand les gens modifient le code, ben, ils modifient dans plusieurs repos. Fait que là, quand on veut générer la version, il faut partir du bas de l'arbre. J'espère que je ne cache personne. Fait que là, on dit, OK, on veut générer, on prend la composante F, on va dans son repo, on part le pipeline, on va builder, on va tester, on va réaliser. Une fois que c'est réalisé, ben là, ça nous donne un numéro de version. On prend ce numéro-là, on le remonte d'un étage, composante C, D, E, on s'en va partir leur pipeline, on les surveille, on s'assure qu'il n'y a pas de bug parce que des fois les pipelines, ça ne passe pas. Et ainsi de suite, on continue à monter avec les numéros de version jusqu'à ce qu'on arrive à l'application, que là, on peut partir son pipeline avec le numéro de version. Puis, c'est un processus qui est long. Fait que pendant ce temps-là, la personne elle vient de finir sa feature, elle voudrait tomber sur la prochaine feature, mais elle ne peut pas parce qu'il faut qu'elle surveille des pipelines. Puis là, j'ai mis quelques composantes, mais on a des projets qui sont solides, qui ont besoin de beaucoup de composantes. Là, on parle d'heures ou de jours, des fois. Fait que ça n'intéresse personne, c'est de la valeur non ajoutée. Fait que c'est pour ça que ça ne se faisait pas générer. Exactement. C'est ce qu'on appelle les poupées russes. Les projets étaient généré en poupée russe, donc justement, on a un petit component, puis là, side effect d'avoir aussi découpé pour le futur en se disant, ah ben peut-être qu'un jour, quelqu'un va vouloir utiliser mes components, fait que là, on avait plein de components, puis là, quand tu voulais générer une version, ben là, tu prends lui, tu compiles le nouveau numéro de version, ça prenait, dans le projet, à un moment donné, ça prenait presque 2 jours dans le pire des temps, c'était pas le fun. Aussi, un état, ça n'a pas vraiment de lien, mais un autre état des lieux de l'ère moderne, on commence à entendre dire les gens, on est bon. Les rétrospectives... Rien à dire. Bon, on me garde. Non, on peut la skipper, on n'a pas le temps cette semaine. Il me semble que ça va bien, nos affaires. On commence à entendre ça parce que les gens, ben oui, ont vu tout le chemin qu'on a fait depuis le Moyen Âge, depuis l'âge de pierre, c'est-à-dire, mais il y a aussi le fait qu'ils savent moins quoi améliorer. Alors, qu'est-ce qu'on a fait pour sortir ou évoluer dans l'ère moderne? Bien, premièrement, pour l'histoire des poupées russes, où est-ce qu'il faut remonter l'arbre, on a été avec une solution qui est le monorepo. Fait que là, pour ceux qui ne connaissent pas ça, je vous entends penser, dire, OK, est-ce qu'ils ont pris tous les repos puis ils ont tous ramenés dans le même repo? Fait que là, tout le monde peut faire des liens dans tout le code, puis finalement, ça devient une espèce de spaghetti que c'est ça qu'à un moment donné, on ne sera plus capable de gérer. La réponse est non. Ça, c'est un monolithe. Fait que, clic. Un monorepo, oui, on ramène tous les repos dans le même repo, mais c'est vraiment géré de manière stricte. Il y a des engins de monorepo, MoonRepo, Bazel, NX, il y en a, je dirais, au moins une dizaine de gros engins. Monorepo.tools, c'est un petit site web, one page, là, qui est intéressant à aller lire. Ça l'explique le monorepo versus monolith, puis ça donne des trucs, puis ça explique pourquoi choisir un engin par rapport à l'autre. Fait que c'est une bonne ressource à aller lire pour, si vous voulez commencer quelque part. Fait que c'est quoi le monorepo? Ben, c'est ça, c'est quelque chose de très structuré. Fait que si je prends l'exemple ici, j'ai justement le projet web. Là, la structure à l'intérieur devient très importante parce que les engins vont se fier à la structure pour lancer des scripts puis gérer ça. Fait que, typiquement, un répertoire doc, un répertoire tools, qui sont des petits outils internes, mais le répertoire à l'intérieur qui est le plus important, c'est package. Fait que ça, c'est une liste de tous les packages, soit des applications ou des components qu'on va venir, qui vont avoir des interrelations. Puis à l'intérieur d'un package, c'est vraiment, si vous codez en Node.js, vous allez reconnaître les affaires. Là. Fait qu'il y a mon Node Modules, il y a mon package.json, il y a mes pages sont définies là, mais mon code source il est là. Fait qu'à l'intérieur d'un package, c'est vraiment self-contained. Fait que comme si j'étais à l'extérieur du repo. Mais c'est ça, les composantes qui sont utilisées par un package, soit qui viennent de l'extérieur du monorepo, ils viennent de GitHub ou n'importe où ailleurs. Mais pour celles qui viennent de l'intérieur du monorepo, ça va être la même déclaration, mais ils n'auront pas de numéro de version.
pour régler mon problème de poupée russe, justement. Fait que ça a certains effets, dont le fait que si je viens changer une composante, il n'y a même plus de changement majeur, mineur, etc., je n'ai pas de numéro de version. Fait que si je change une interface, il faut aussi que j'aille changer tous les gens qui m'utilisent à l'intérieur. Là, ça a l'air d'être beaucoup de jobs, mais en fait, c'est juste que la job est sous le coup. Mais ça l'amène un gros avantage, c'est qu'après ça, on appelle ça des commits atomiques. Fait que quand j'ai fini ma branche puis je la merge au master, bien, mon changement il est atomique, il est complet. Fait que le code il est encore tout le temps à jour. Là, c'est sûr que j'ai plus. Tu sais, ça prend beaucoup de tests pour être sûr qu'il n'y a rien qui casse parce que des fois, tu vas modifier des choses des autres équipes. Il y a beaucoup plus de collaboration. Mais c'est ça, quand tu veux réaliser, bien, tu pars les pipelines, puis ça le fait au complet, puis ça se rend jusqu'à la fin. Ça, c'est vraiment génial. On a sauvé énormément de temps en passant au monorepo. Autre évolution, quand on cherche quoi améliorer. Là, je l'ai vu dans plusieurs présentations, fait que je ne passerai pas trop de temps, là, mais vers 2017, il y a eu State of DevOps, qui est un rapport qui est sorti par le groupe DORA, donc DevOps Research and Assessment Group. Et puis, eux, leur but, c'était de trouver qu'est-ce qui fait qu'il y a des équipes logicielles qui sont efficaces puis d'autres qui ne le sont pas. Donc, c'était des gens en recherche. Fait qu'ils ont été jusqu'à 30 000 personnes interrogées pour justement trouver, là, ils ont sorti un paquet de mesures. Puis, avec ces mesures-là, bien, ils ont été capables de dire OK, il y a 4 mesures qui sont bonnes. Fait que vous pouvez aller voir ça. Il y a 2 mesures d'efficacité qui sont la fréquence des releases, puis le temps que ça prend pour amener des fonctions en déploiement, puis 2 mesures de qualité qui sont pour dire OK, si je fais une release, est-ce qu'elle plante? Fait que mon taux d'échec de release, puis le temps que ça prend pour réparer ça. Puis il y a toute une science derrière ça qui explique pourquoi c'est ces 4 mesures-là qui sont vraiment intéressantes pour mesurer l'efficacité des équipes. Fait un autre beau point à aller voir, ça nous a aidé à répondre à la question, dire OK, vous ne savez pas quoi améliorer, bien votre fréquence de release n'est pas encore très élevée, on peut peut-être trouver quelque chose de ce côté-là, continuer à améliorer ça. Exact. Fait qu'est-ce qu'on voit pour le futur? Bien, on continue dans cet axe-là. Livraison en continu, donc on veut accélérer nos livraisons, avoir de moins en moins de problèmes à réaliser. Puis pour faire ça, bien, on vise la qualité totale. Donc, avoir de moins en moins de tests manuels jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. On l'a fait déjà dans 1 ou 2 projets. Puis ça, c'est vraiment le fun parce que s'il y a un bug fixe qui arrive dans un projet, je le corrige, je rajoute un test, ma série de tests, elle passe, puis j'ai assez confiance dans la série de tests. Puis je vous rappelle qu'on est dans un domaine quand même normé, là. Il y a assez de tests pour dire je suis capable de réaliser. Fait que mon pipeline est ouvert, l'artefact s'en va sur le web, puis les gens peuvent mettre à jour leurs appareils, puis le firmware est fonctionnel dans ce cas-là. Fait que c'est vraiment génial. Comment on fait ça? Bien, le mindset d'amélioration continue qu'on avait parlé à un moment donné au Moyen Âge. À chaque sprint, on identifie un petit quelque chose à améliorer. Fait que quand on regarde 2-3 sprints en arrière, ça n'a pas changé grand-chose, on ne bouge pas tant que ça. Mais des fois, on tombe sur des projets que ça fait 3 ans qu'on a fini. Fait que là, on retourne dans le code pour différentes raisons. Puis là, on dit hey, c'est vrai, telle affaire n'était pas dans ce. On ne faisait même pas cette pratique-là il y a 3 ans. Puis là, on se rend compte que crème, on a évolué. C'est assez impressionnant les pas de géant qu'on est capable de faire avec le temps. On essaye aussi d'avoir notre value stream mapping puis de voir des étapes claires de ce qu'on fait. Puis on peut aller chercher des choses qui viennent du domaine du manufacturier. Fait que quand tu as une chaîne de production, bien, pour améliorer ça, il y a le lean manufacturing, le domaine le système Toyota. Fait que ça aussi, il y a plein d'ouvrages là-dessus. Il y a des coachs white belt, green belt, black belt, etc., qui peuvent aider, mais on identifie des gaspillages, des choses qui ne servent à rien. On a un paquet de branches des fois. Coupez-moi ça, ces branches-là. S'ils ne reviennent pas au master, pourquoi on a codé puis qu'on ne le ramène pas dans le main, ça n'a pas de sens. Puis, bien, au fur et à mesure qu'on a travaillé, donc depuis l'âge de pierre, on a mis en place différents serveurs, on a changé des manières de faire, et puis on s'est rendu jusqu'au point où est-ce que on dit, regarde, il y a beaucoup d'outils qui sont disponibles, fait qu'un nouveau projet qui commence ou un développeur qui arrive, bien, il y a vraiment plein de choses pour l'aider autour de lui, puis c'est ça, les processus commencent à être clairs. Fait qu'à ce moment-là, bien, c'est facile de travailler, puis tous les acquis qu'on a dans le projet précédent, on les ramène dans le nouveau projet. Fait que l'ensemble de ces serveurs et ces procédés-là, c'est ce qu'on appelle le platform engineering. C'est un terme qui commence à être connu. Donc, c'est l'environnement qu'un développeur a besoin d'avoir pour mieux travailler. On a pas mal fini, mais en gros, rapidement, pendant longtemps, je disais que l'équipe DevOps, parce qu'on s'occupe du DevOps, comme j'ai toute la R&D, devrait tendre à s'éliminer, parce que c'est un anti-pattern. Puis finalement, bien, avec le temps, avec les années, on réalise que platform engineering, toujours être à jour pour la veille techno, que finalement, on va être là pour rester. Au début, on se disait, bon, à un moment donné, on va s'éliminer, mais non, je pense
pense que... Un peu comme le réparateur métal qui n'a rien à faire, mais ça n'arrivera pas finalement. Non, Reviens en arrière d'un. En haut, il y a il y a un petit code barre. Ouais. Si vous pouvez remplir le sondage, ça serait bien apprécié. Donc, quelques questions classiques. Puis, pendant qu'on fait ça, on peut répondre à des questions s'il y en a. Oui? On ne répond pas à l'ennemi. Donc, la question, c'est pour le monorepo, est-ce qu'il y a d'autres technologies que la technologie web? Oui, tout à fait. Donc, il faut faire attention, là, ça a l'air super, mais à monorepo, il y a un learning curve qui est quand même important. Si on va plus dans des technologies .NET, il y en a, il faudrait que je cherche, mais il y a Bazel aussi qui est utilisé par Google, là, C++, etc. Là. Donc, je dirais que chaque engin a des langages préférés, puis il y a certains engins qui font tous les langages, puis ceux-là, il y a un méchant learning curve. Là. Monorepo.12, ça va avoir l'info là-dessus. Mais c'est pas simple. Smart, c'est un peu... C'est ce qui va sortir de ta rétrospective. Si dans ta rétrospective, c'est juste sorti que tester, c'est trop long, oui, ça, c'est le problème, mais qu'est-ce qu'on va faire pour régler le problème? Je pense qu'en rétrospective, il faut vraiment parler de, OK, on a ce problème-là, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut sortir un plan d'action qui est concret. Là, justement, si on prend une user story pour la mettre dans le prochain sprint, il faut que ce soit quelque chose de concret parce qu'effectivement, si tu as mis juste une tâche pour dire les tests sont longs, ça aboutira pas. Faire vraiment en gang, il faut vraiment brainstormer qu'est-ce qu'on peut faire. Essai-erreur, on a parlé dans d'autres rencontres. Ouais, ça peut être aussi juste de prendre une tâche et dire OK, il va y avoir une tâche d'analyse. Si on n'a pas le temps de le faire dans le rétro, on dit garde, le prochain sprint, on se prend 2 heures, on en parle, puis là, c'est ça, on sort des idées ou il y a quelqu'un qui va vraiment chercher sur le web ou qui va chercher peut-être parler à des coachs, etc. Là. Il y a ça, puis aussi, on essaie de faire une division claire. Là, quand on a on a toujours un PO, mais le PO, lui, va faire de l'ordre dans ce que les clients y ont besoin. Mais nous, à date, il n'y a jamais trop fait d'ordre quand on veut faire des améliorations. Parce que c'est l'amélioration à l'équipe DevOps, fait que t'aimes-tu mieux rajouter une fonctionnalité que le client va pouvoir faire des sondages, pour prendre un exemple d'un autre truc où tu veux faire des sondages pour que le client puisse utiliser cette nouvelle fonctionnalité-là, ou tu veux ramener les tests en amont dans le pipeline. Il ne sait même pas de quoi tu parles, le PO. Ce n'est pas le job du PO de faire le tri dans l'amélioration continue. Donc, on dit, garde, 80% du sprint, là, ça va être des features clients. L'autre 20%, c'est nous qui décident. Puis, ça va faire que dans les prochains sprints, tu vas aller plus vite. Autre question? Oui. OK. Sonar. Ouais. Sonar, c'est le nom de l'outil. Il y en a d'autres. Oui, c'est SonarQube. Il y a Codana aussi, qui est fait par JetBrains, celui-là. Donc, il y en a plusieurs. Puis donc, dans le pipeline, on build, on teste, dépendant des langages. Là, mais souvent, on va builder, tester, puis après ça, on va rouler le scanner de SonarQube. Fait que là, lui, il va passer à travers le code, puis il va envoyer le rapport à SonarQube. Ce qui est cool, c'est que c'est un scan comme instantané de ce qu'il y a là, mais sur le serveur de Sonar, lui, il garde l'historique, fait que tu vois les trends que tu as. Là, on avait 0% de coverage, on est rendu à 30%, fait qu'à travers le temps, c'est intéressant à voir. Ou des fois, c'est ça, tu te rends compte que le monde, ils ont arrêté de faire quelque chose, puis là, le trend, il redescend, ça, c'est moins le fun. Cet outil-là, pour chacun des langages de programmation, il y a environ 300 règles que tu peux adapter, mais tu peux prendre les règles de base. Fait qu'au moins, puis ça va regarder justement
5 ou 6 points de sécurité quand même assez importants. Ça va regarder, ça va faire un suivi de justement ton pourcentage de couverture, de tests unitaires. Fait que tu as vraiment justement un trend qui est le fun à suivre. Tu peux mettre aussi dans l'outil un qualité gate. Fait que si tu dis, regarde, notre minimum, là, c'est 50% de coverage. Puis, on ne veut pas avoir, mettons, tu es dans C++, tes fonctions de destruction doivent toujours être virtuelles. Ben, tu peux mettre ça dans ton quality gate. Fait que là, tu peux failer un quality gate puis dire, si ça fail, ben, sur le pipeline, il arrête là, à ce moment-là là, parce que ça ne respecte pas des règles qu'on a dit obligatoires. Fait que ça, c'est bon aussi pour garder l'équipe focus. Tu emmènes des nouveaux joueurs qui ne sont pas trop au courant, les choses changent dans les entreprises. Ben, ça leur montre que, regarde, là, il y a un problème, là, il y a quelque chose qui n'est pas correct avec ton merge request. Oui. Justement, dépendant de ton CI, tu peux aussi plugger sur tes merge requests, comme on disait. Fait que, mettons, dans GitLab ou peu importe, quelqu'un fait une merge request, tu as le résultat de l'analyse sonore. Fait que, oui, quelqu'un peut dire, OK, la MR est bonne, mais sonore me dit que tu as cochonné le code. Fait que, réagis. Oui, dans la merge request avant. Fait que tu fais ta review de merge request, puis tu peux dire, ben, tu as sonore qui dit qu'il y a quelque chose. Fait que c'est pratique. Là. C'était pas mal. Il faut d'autres questions? Oui, donc, on a engagé quelqu'un pour optimiser les pipelines, faire de la veille technologique et autres, puis engager. En fait, c'est deux choses différentes. Donc, on est dans l'équipe DevOps. C'est nous qui fait la veille technologique sur à peu près tout ce qu'on a parlé là. On le fait avec les équipes, mais on se rend compte qu'avec les équipes, des fois, ils trouvent un nouvel outil, ils nous en parlent, on trouve que c'est une bonne idée. On essaie de ne pas multiplier les outils là, entre les équipes, parce que des fois, le monde change d'équipe. Tu ne peux pas avoir 50 outils pour 50 équipes. Fait qu'ils viennent nous voir, puis nous, on essaie de démocratiser les outils une fois qu'ils ont testé. Fait que ça, c'est une chose. Deuxième chose, c'est le SRE. SRE. L'ingénieur de fiabilité de site. C'est le terme que tu cherchais. Fait que ça, parler au monsieur sympathique, là, il peut t'en parler pendant. Ouais, lève la main, Alexandre. C'est notre SRE. Il fait partie de l'équipe DevOps, parce que justement, on gère l'infrastructure, on gère un paquet d'outils, justement, on coach les équipes à les utiliser, tout ça, mais oui, le côté fiabilité et stabilité, ça donne un bon coup de main. Oui, parce qu'on veut dire que nos sites web sont up 99,999% du temps. Bien, pour être capable de dire ça, il faut être capable de les monitorer. Fait que ça prend un autre serveur qui va pigner tout le temps, qui va être sûr que ça marche, qui te lève une erreur quand ça ne marche pas. Parce que pour nos outils internes, jusqu'à un certain temps, on disait ben c'est facile. Pour mettons, GitLab, savoir quand ça plante. Ça se met à nous appeler, ça prend à peu près 5 minutes. Là, c'est que les développeurs disent hey, GitLab est planté. Fait que là, c'est le fun, on le sait avant les développeurs. Fait que ça, c'est quand même bien. Vous êtes un super bon public, c'est le fun. Merci. Merci.